Non, c'est ça. Ça, c'est tam tin tin tin. Voilà. Oh la la oh aïe, oh aïe, la 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 oh. Encore. La 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 la. Maintenant. Famine, t'as massacré dans nos villages tous ces enfants. Famine, aux yeux de tout ce monde entier c'est dégradant. Crise alimentaire dans notre pays, la situation va de mal en pis. Visite dans un centre de récupération nutritionnelle de Zender géré par Médecins sans frontières. Zender, deuxième ville du Niger, à quelques mètres du sultanat, ce centre de récupération nutritionnelle de MSF Suisse. Dans ce centre sont accueillis des enfants âgés de 0 à 5 ans, victimes de la grave crise alimentaire qui sévit cette année au Niger. Des enfants au corps décharné, au regard absent et qui luttent entre la vie et la mort sont prises en charge par cette ONG suisse. Les images de ces enfants innocents, fragiles, viennent nous rappeler que la situation est grave et qu'il faut réagir, vite réagir. Pour le moment, selon le représentant de MSF Suisse à Zender, aucune explication ne peut être fournie. On a quand même beaucoup d'enfants qui sont en situation extrêmement précaire. Ce qui ressort de l'enquête qu'on vient de faire sur la périphérie de Zender, il est extrêmement inquiétant. C'est sur les 6 derniers mois. Sur Zender, donc c'est 5000 enfants qui ont été traités. Mais si on prend sur Zender, Maradi et Tawa, c'est plus de 30 000 enfants depuis le début de l'année. Donc c'est vraiment des choses qui sont très très lourdes à mettre en place. Donc on a tous ces facteurs-là qui, mis bout à bout, nous amènent à une situation aujourd'hui d'extrême urgence. Aujourd'hui, dans la région de Zender, sur 10 000 enfants, 5 meurent chaque jour. Comparé à un pays en guerre ou dans des situations de très graves crises humanitaires, cela représente un taux de mortalité 2 à 4 fois supérieur. Et seuls les enfants de moins de 30 mois sont touchés. Pour l'association Médecins sans frontières, c'est la plus importante opération nutritionnelle qu'elle ait jamais organisée. Le financement est entièrement couvert par les dons récoltés à l'occasion du tsunami. Pour faire face à cette crise, l'association a très vite été présente dans 5 régions. En juillet, devant l'ampleur de la catastrophe, MSF Suisse a ouvert ce nouveau centre à Zender. Dans la plus grande urgence, il a fallu recruter et acheminer 65 expatriés. 600 Nigériens ont été embauchés. 2 centres de réhabilitation nutritionnelle intensive, les CRENI, ont été ouverts. Pour être au plus près des familles fragilisées par la crise, MSF a créé des centres ambulatoires. Tous les mardis, les médecins et les infirmiers s'installent pour une journée à Myria, à 18 km de Zender. Noura est un petit garçon d'1 an. Il ne pèse que 3,7 kg. Sa maman, Rabi Abdou, a 20 ans. Elle a marché 10 km pour venir jusqu'à ce centre. C'est la 3e semaine qu'elle vient à la consultation et la santé de son enfant ne s'améliore pas. Malgré les soins et les aliments survitaminés, il ne grossit pas. Et il est déshydraté aussi. À la fin de la journée, en fonction de la réhydratation, si ça se passe bien, si l'enfant mange, comme par exemple, lui, on est en train de tester si vraiment il prend la nourriture. Si l'enfant ne mange pas, si l'enfant est sévèrement déshydraté, un état comateux ou une condition médicale aiguë, on le transfère dans un centre où il sera suivi 24 heures sur 24. Vous pouvez compter un peu la respiration, voir s'il boit. Et puis, vous
demandais normalement si elle est d'accord pour le transfert, parce que déjà la semaine passée il n'était pas bien, puis là ça va pas. Est-ce qu'elle est d'accord pour le transfert aux Zender? On essaie par tous les moyens de convaincre, mais malgré parfois qu'on soit très direct et qu'on dit « Maman, ton enfant va mourir si tu viens pas », il y a des femmes qui refusent. Elle est d'accord? D'accord. Donc il faut qu'elle trouve quelqu'un pour prendre la ration de transfert? On entend souvent des remarques du type mon mari refuse, mon mari va me tuer ». C'est des choses qui nous montrent qu'en fait, il y a, voilà, que les femmes... Alors, elle va chercher quelqu'un, mais elle revient. Elle reste pas trop longtemps. J'aimerais bien que le bébé, vous le surveillez. Vous regardez s'il boit. Vous avez une main pour compter la respiration? Merci. Il a quoi là? Alors, qu'est-ce qu'on dit? Dans un camion qui fait office d'ambulance, Noura part pour Zinder. Il est attendu au centre de soins intensifs. C'est la dernière solution. Dès le lendemain, grâce à une meilleure alimentation, Noura va mieux. Chaque jour, il grossit de 80 grammes. En une semaine, il aura dépassé les 4 kilos. Sa maman et lui pourront rentrer dans leur village. Chaque jeudi matin à 10h, réunion de crise au cabinet du Premier ministre. Tous les acteurs impliqués, officiels nigériens, institutions internationales, ONG, mettent en commun leurs informations pour répondre aux urgences du terrain. Depuis 1998, le Niger s'est doté d'un dispositif pour prévoir les crises alimentaires. La cellule de crise avait prévu pour l'été 2005 un déficit céréalier de 8%. Giancarlo Chiri est le responsable du programme alimentaire mondial, le PAM. C'est un accident de parcours. Ces éléments ne peuvent pas être intégrés. Sédou Bakari est le coordinateur de la cellule de crise. Tous deux sont les acteurs principaux de cette lutte contre la famine. Nous n'avons pas été capables de répondre. Dès octobre 2004, soit 6 mois avant que la situation alimentaire ne devienne critique, Amadou Tandja, le président de la République, avait tiré la sonnette d'alarme au cours d'une visite en province, à Ayoru. 3 millions de personnes étaient menacées par la crise. C'est en cette période que nous avons fait une requête d'aide alimentaire de 78 000 tonnes qui a été envoyée à tous les partenaires. Et avec les ressources que nous avons au niveau du dispositif, la commission mixte de concertation a dit qu'il faut commencer les actions dès maintenant. Malgré le fait que l'alerte ait été donnée au bon moment, c'est-à-dire dès la fin des récoltes 2004, et que l'on ait fait tout notre possible pour attirer l'attention sur la situation au Niger, et que l'on ait annoncé dès ce moment-là que l'été 2005 serait un été extrêmement difficile, la stratégie préventive qui a été mise en place et l'appel de fonds pour la mise en œuvre de cette stratégie n'a pas pu avoir lieu. Et ce n'est que lorsque la situation est devenue davantage plus critique, lorsque les faits se voyaient maintenant au niveau de la prévalence de la malnutrition, que les premières réactions ont commencé à intervenir. Là, il a vraiment fallu passer à la vitesse supérieure et entrer dans un mode d'urgence et de sauver des vies. Et nous avons donc fait une course contre la montre tout l'été. Quand nous avons demandé des fonds pour notre stratégie préventive, nous avions demandé 4 millions de dollars. Pour notre réponse d'urgence au mois de juillet, nous en avons demandé 57. Je laisse faire la différence. Il y a un facteur 12, un facteur 13. C'est x12, x13 le coût. Vous savez, la notion d'urgence maintenant, les gens l'aperçoivent dans des situations de guerre, dans des situations de conflit, dans des situations de mouvement de population. Or, la caractéristique de la crise alimentaire au Niger, c'est que nous sommes dans un contexte normal. Rien de neuf sous le soleil, n'est-ce pas? C'est normal qu'il y ait un problème au Niger. Non, c'est pas normal qu'il y ait un problème dans un pays. C'est pas normal qu'il y ait chaque jour presque 500 enfants de moins de 5 ans qui meurent en temps normal au Niger par manque d'accès aux soins, aussi parfois par manque de nourriture. C'est pas normal que à peine la moitié des enfants nigériens aillent à l'école. C'est pas normal que ce soit le 30% des filles qui aillent à l'école. Ces choses-là ne sont pas acceptables. À 2 pas du centre de soins de MSF, tous les dimanches, c'est jour de marché à Myria. La nourriture est là, accessible à ceux qui ont les moyens.
Nous sommes fin août. C'est la période de la soudure. La soudure, c'est la période de l'été entre la fin des réserves de l'année et le début de la nouvelle récolte. Habituellement, à cette époque, quand les agriculteurs n'ont plus de réserves, ils vendent le bétail de façon à compléter les céréales manquantes. Les petits ruminants, principalement les chèvres, sont l'épargne sur pattes des paysans. Celle-là, 10 000. 9 000 autres. Et cette chèvre, 6 000. C'est un bon prix? Ah non, c'est pas un bon prix parce qu'il n'y a pas d'argent. Elle est obligée de vendre parce qu'il est obligé de manger. Il est obligé de vendre pour acheter de quoi manger. Les années précédentes, un sac de mil valait le prix d'une chèvre. Cette année, les paysans sont obligés de brader leurs chèvres pour survivre. Parce qu'il a multiplié 4 fois. 4 fois le prix du mil. 4 fois le prix. L'année dernière, c'était à 250. Ça a triplé. Oui, cette année, c'est jusqu'à 1000 francs. Depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais vu une année pareille. On n'a jamais vu une année comme celle-là. Ils n'ont jamais eu une année comme celle-là. Dans les pays voisins aussi, les récoltes ont été médiocres et les approvisionnements difficiles. Le Nigeria, qui habituellement fournit des céréales, est devenu demandeur. Les commerçants ont préféré vendre au meilleur prix et ont donc choisi d'exporter leur production. Les organismes internationaux ont contraint le gouvernement du Niger à laisser faire le marché et lui interdisent d'intervenir. Allô? Amissou Adamou est commerçant. C'est un personnage important et riche, proche du pouvoir. Il possède 2 stations-service, une usine de conservation et de distribution de lait et fait du commerce de grains. Il y a un magasin de stockage. Il achète et vend de grosses quantités de céréales. Il en a vendu aux ONG pour alimenter les distributions à prix modéré ainsi que les distributions gratuites. Elles vendent du maïs, du riz, du blé, de la farine de blé, du mil, du céréales. C'est quand le mil sera en quantité suffisante sur le marché que les gros commerçants achètent pour emmagasiner. Quand le prix va complètement chuter, quoi. Eh, wadan a saida da tsada kuke haka nan ko kuma ya? Kamar kana da kudi a je ne ka aje shi ne ko ka saida ka. C'est comme un dépôt d'argent, quoi. Si tu déposes le mil, un jour ça va augmenter le prix. C'est pour cela qu'il achète pour stocker. Ah? Tunda akwai abincin. Le Niger, il dit que ce n'est pas la famine. Parce que ici, les gens sont pauvres. C'est la pauvreté qui fait ça. Tu n'as même pas l'argent pour acheter de quoi manger, quoi. Vous voyez? Oui, c'est ça ce qu'il explique, quoi. Il dit, il n'y a pas la famine. C'est la pauvreté qui fait que la cherté de produits vivriers. Si c'est la famine, tu as de l'argent, mais tu ne peux pas trouver même de quoi acheter. Et là, tu as de l'argent, tu viens au marché, tu achètes. Il dit que c'est la pauvreté qui fait ça. Oh, c'est ça qui fait même. Il dit que c'est la pauvreté même qui fait la paysanne. Être paysan, c'est être pauvre, quoi. Magaji est un village de 600 habitants, dont les 3/4 sont des enfants. Les paysans y vivent du revenu de leur parcelle de terrain. Parfois, ils louent leur force de travail et s'expatrient. La plupart d'entre eux, près de 90%, vivent dans l'extrême pauvreté. À notre arrivée, Ibrahim Manzo, le chef du village, nous prend en main. Il insiste pour nous conduire jusqu'au grenier. Il n'y a rien dans le grenier. Tous les greniers sont vides. Yau tun da aka yi ruwan shibka yau yana da wata 3 duka abinci ya kare tukun aka kama noma sai an yi bare ma tukun a noma. Depuis que la pluie, il y a 3 mois de cela que les greniers sont vides. Tun wata 3 kenan babu abinci. Babu abinci. Depuis 3 mois, il n'y a rien à manger. Le puits de Magaji est à 1 kilomètre du village.
Hadiza est venue puiser de l'eau comme chaque jour, une fois le matin, une fois l'après-midi. Aujourd'hui, elle a marché 3 heures pour aller et autant pour revenir, 6 heures en tout, jusqu'au centre de soins de Médecins sans frontières. Elle est allée à la consultation pour sa fille, Fadiza, qui ne va pas bien. C'est la photo du mari. Elle est un charretier. Elle part chercher des bagages au marché, les transporter ailleurs pour avoir de l'argent. Elle a des enfants et que son mari n'a pas assez de moyens, donc comme elle a une fortune de côté, donc c'est pour cela qu'elle a utilisé ces bassines pour acheter de la nourriture. C'est quand on allait la marier, c'est la dot de ses parents. Quand on marie une fille généralement, donc on lui fait tout, le meuble, tout ça, donc c'est ses parents qui lui ont fait ça. Elle a vendu presque ses bassines pour acheter de la nourriture avec. On n'a plus d'argent pour acheter de la nourriture. C'est les chèvres, les brebis qu'on vend. Même maintenant, c'est ce qu'ils vendent pour acheter de la nourriture. Ils ont beaucoup souffert. Trop, ils ont souffert. Ils ont trop souffert. Une année sur deux, c'est comme ça. Presque sur 10 ans, ils ont souffert comme ça. Et ces souffrances se répètent ainsi d'année en année. Le manque de soins fait des ravages parmi les enfants de moins de 5 ans. Il a 9 enfants, 3 sont décédés et maintenant il a 6. Il a une seule femme. 5 enfants. Il a enterré 2, ça reste 3. Il a 2 femmes. Il a 10 enfants. Il a 3 sont décédés. Il a 2 femmes. Il a 8 enfants. 4 sont décédés. Ça reste 4 maintenant. Il a une seule femme. 7 enfants. Il avait 14. Il y a 7 qui sont décédés. Et là, il a 7 avec lui. Il a une femme. 7 enfants. Et 5 sont décédés. Ça reste 2. Il a une femme. Diana. 4 enfants. Il a enterré 8. Il n'a aucune femme. Il n'a pas d'argent. Il cherche. Oh là là, oh, qui va délivrer mon peuple de la famine, hein? Merci. Ah bon? Oui, c'est ça. Là, tu voulais qu'on mette ça 4 fois? Oh, monsieur. C'est 2 mesures. 4 fois, ça va faire bizarre. Ouais. Ok. C'est mieux comme ça, je pense. C'est mieux comme ça. Bon, tu reprends, hein? 1, 2, 3. Quand on trouve du pétrole ou bien de l'uranium chez nous, vous êtes les premiers à venir ici chez nous. Mais maintenant que la famille s'est installée ici chez nous, vous avez mis du temps à venir. C'est honteux pour l'humanité. À ce siècle, nous avons de voir des enfants mourir de faim sous le regard du monde. Dans nos villages, on a des enfants dont la peau collée aux os. Je me demande comment ce drame a pu atteindre ce niveau-là de merci. Ouais. C'est bon, ça peut aller. Là, on est à la fin du refrain. Mon peuple vit dans la souffrance, à qui pour l'aider. Alerte à tous les pays développés. À cause de la famine, beaucoup d'enfants sont en train de trépasser. Même si le gouvernement cherche à le masquer, faites y entourer, vous verrez à quel point l'affaire est grave. Et si nous ne mourrons pas que du sida ou du paludisme, aussi de la faim, quelle honte au 21e siècle de laisser toute une nation mourir de faim, ouais. Qui va sauver mon peuple, oh nana, qui va nous délivrer de la misère. Il y a beaucoup d'enfants qui meurent de faim. Nous espérons une fin à ce mal, donnez-nous un coup. Bonjour, comment ça va? Qui va sauver mon peuple, oh nana, qui va nous délivrer de la misère. Il y a beaucoup. Monsieur Kemal Dervish, l'administrateur du PNUD, le programme de l'ONU pour le développement, vient présenter à Niamey le rapport sur le développement humain. Il est porteur auprès du Premier ministre d'une très mauvaise nouvelle. Le Niger est classé dernier, 177e sur 177, le pays le plus pauvre du monde. J'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui le 16e rapport sur le développement humain
Nous le soutenons, mais ce sont des rapports qui ont une certaine autonomie par rapport à notre organisation et on ne dicte pas la façon dont la recherche est conduite, ni évidemment les résultats. Merci, monsieur l'administrateur. Je vous prie de bien vouloir remettre une copie du rapport à son Excellence, monsieur le Premier ministre. Le rapport ne ménage pas les pays développés et souligne leurs responsabilités. Mesdames et messieurs, il est clairement admis qu'il n'y a pas de développement sans investissement massif, tout comme il ne peut y avoir d'investissement sans ressources extérieures pour financer d'importants investissements en infrastructures et dans les secteurs productifs créateurs d'emplois pour les jeunes. Force est de constater à cet égard qu'en la matière, les partenaires extérieurs n'ont pas véritablement rempli leur part du contrat. C'est dire que nous sommes tous, gouvernement comme bailleurs de fonds, placés devant nos responsabilités respectives face à l'histoire. Hama Amadou est le Premier ministre du Niger. Il revient de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Là-bas comme ici, au Palais des Congrès, il a rappelé aux pays riches leurs promesses et leurs engagements en faveur des pays les plus pauvres. Ce matin sur Radio France Internationale, en clôture du sommet, le journaliste met un terme aux illusions du Premier ministre. Le problème de l'augmentation de l'aide, qui devait être le point fort du sommet, a été renvoyé à une prochaine fois, faute d'un consensus impossible à trouver. Finale ne comprenant aucun engagement précis de hausse de l'aide. Jeudi, c'est le jour du Conseil des ministres. Longtemps, le Niger a été un mauvais exemple. Régime autoritaire, dictature, ce qui lui a valu un isolement diplomatique doublé de l'interruption des aides. Aujourd'hui, c'est un bon élève, un des premiers de la classe des démocraties africaines. Le président Tandja vient d'être réélu et Amadou Hama, le Premier ministre, a été reconduit dans ses fonctions. Par rapport à la gouvernance, nous faisons des efforts. Par rapport à l'amélioration du cadre démocratique, nous faisons des efforts. Par rapport au respect des droits de l'homme, par rapport à la liberté d'expression, nous faisons de très gros efforts. Mais en retour, nous constatons quand même que les promesses ne sont pas toujours tenues. Un œil jeté sur l'ordre du jour du Conseil des ministres. Aujourd'hui, le point 12 est un projet de loi sur la liberté de presse. Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Toutes les décisions prises par le gouvernement reposent sur l'application des injonctions dictées par le FMI et la Banque mondiale. C'est l'ajustement structurel qui oblige le pays à des économies et à réduire le train de vie de l'État. Dans le même temps, il interdit toute subvention aux agriculteurs, toute intervention sur les marchés, principes libéraux que les pays du Nord ne s'appliquent même pas à eux-mêmes. On vous dicte à l'avance tout ce que vous devez faire. L'argent que vous empruntez, on dit comment vous allez le dépenser. Les montants qui sont décaissés dépendent de certaines conditions qui n'ont rien à voir avec vos propres objectifs. Mars 2005. Face à de nouvelles exigences des grandes institutions internationales et afin d'obtenir une réduction de la dette et une aide du FMI, le gouvernement a soumis au vote du Parlement une loi qui fixe à 19% la TVA sur les produits de première nécessité. Résultat, une augmentation très sensible du coût du panier de la ménagère. La réponse de la rue a été immédiate. Une manifestation monstre, une première à Niamey. Ici, il n'y avait personne. Toute la ville de Niamey avait fermé. Il n'y avait que quelques ministres de leur bureau. C'était un mouvement spectaculaire, unique. Moustapha Kadi est président de SOS Kandadji, une association de défense des droits de l'homme. Il est l'un des responsables de la coordination contre la vie chère. Nous avons fait reculer le gouvernement et à travers le gouvernement, le FMI et la Banque mondiale étaient obligés d'accepter ce que nous avons choisi. Parce que c'est le choix du peuple. Ce soir, réunion au local de l'association,
Réseau national d'aide et développement. Au programme, l'organisation d'une caravane qui parcourra le pays pour sensibiliser les Nigériens aux problèmes du remboursement de la dette. Ce réseau regroupe 37 organisations. À sa tête, Ibrahim Yakouba, employé des douanes. Je crois qu'au sein du FMI et de la Banque mondiale, déjà les voix s'élèvent pour dire qu'on a échoué, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, les politiques d'ajustement structurel dans lesquelles nous sommes depuis 22 ans n'ont produit que la pauvreté. Or, à mon avis, c'est dit au départ que ça doit permettre de faire une meilleure croissance et puis d'améliorer le niveau de vie des populations. Il n'y a pas de raison à ce que des organisations comme des partenaires puissent intimer le gouvernement à faire un choix qui n'est pas le choix de son peuple. C'est ça qui est vital. Sinon, on va se retrouver dans une situation, dans un État ou dans un pays où tout est privatisé, tout est marchandisé. Et ça, c'est encore acceptable chez vous. Vous avez un peu de revenus. Nous, on est très pauvres, on est miséreux. Mais tout est marchandisé au Niger. D'ailleurs, à un certain moment, ils voulaient vraiment privatiser l'hôpital national de Niamey. Même, je crois, dans le pays de Blair, il y a quand même un peu de services publics dans la santé. Au Niger, ils étaient prêts à privatiser vraiment à 100% les services publics de santé. Ils veulent emprunter auprès du FMI, ils veulent emprunter auprès de la Banque mondiale. Et pour le gouvernement, il n'y a pas d'autre choix. Ils sont convaincus que le soutien FMI à la Banque mondiale est évident et indispensable pour qu'ils restent au pouvoir. Ça, c'est une mentalité de tous les États du tiers-monde. Ils sont convaincus de la toute puissance des FMI à la Banque mondiale. Il est clair que la responsabilité d'ajustement structurel est grande, c'est-à-dire que sous couvert de réformer l'État, il a tué l'État, alors qu'on avait besoin d'un État plus efficace, ça c'était clair. Le remède a tué le malade, d'une certaine façon. Jean-Pierre-Olivier de Sardan est chercheur au CNRS. Il y a 6 ans, il a choisi la nationalité nigérienne. Il dirige ce laboratoire en sciences sociales qui réunit 13 chercheurs africains. Chaque lundi à 17h, ils confrontent leurs expériences. Il s'agit le plus souvent d'enquêtes de terrain sur les actions de développement ou la construction des États de façon à alimenter le débat public. En même temps, il ne faudrait pas pour autant exonérer, disons, les responsabilités nationales ou locales. En même temps, il faut aussi reconnaître que c'est parce que le pays était déjà dans un état de banqueroute qu'il a pu être mis à ce point sous ajustement structurel. Disons, je pense qu'il y a une sorte de coproduction de la crise. Au Niger, les grandes institutions internationales sont omniprésentes. 600 ONG nigériennes et étrangères ont investi tous les secteurs d'activité. Le budget de l'État est couvert pour plus d'un tiers par l'aide au développement. C'est la ressource principale du pays. Il est clair qu'actuellement, le Niger est un pays rentier, non pas rente uranifère ou pétrolière, mais une rente spéciale, particulière, qui est la rente de l'aide au développement. Alors, comme toute économie rentière, ça a des avantages, ça fait rentrer des ressources, mais ça a énormément d'effets pervers. Quand actuellement, vous avez, disons, des projets de développement, qui sont une des formes principales de cette aide, qui construisent une sorte d'univers à peu près extraterritorial, ou une bulle, avec un îlot de fonctionnalités, avec des 4x4, des climatiseurs partout, des bureaux qui marchent, des secrétaires compétents, des ordinateurs, etc. Et qui en fait assument des fonctions qui devraient être celles de l'État. Puisqu'ils remplacent des fonctions qui normalement devraient être à l'État. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez par exemple fuite des cerveaux. Fuite interne des cerveaux, c'est pas la fuite externe vers les États-Unis, c'est la fuite interne vers les projets. Les meilleurs fonctionnaires vont être recrutés par les projets. Dans des pays africains où la pauvreté est extrême, et le niveau des revenus est très bas, les fonctionnaires sont très mal payés, chacun le sait. Ils préfèrent évidemment, ils vont gagner là-bas 10 fois plus d'argent, ils auront des bureaux climatisés, un environnement fonctionnel, c'est beaucoup mieux que d'être dans un bureau en état catastrophique ou être assis sous un manguier toute la journée. Donc fuite des cerveaux. Du coup, plus les projets se développent pour se substituer à l'État, plus l'État lui-même, au contraire, se dégrade. Donc dès lors, il est absolument difficile pour un pays pauvre de s'en sortir dans un cadre de coopération de cette nature. Ceux qui restent, pour leur part, sont de plus en plus amers, aigris, et évidemment renforcent leur incitation à la corruption, puisqu'ils voient leurs copains de promotion qui gagnent 10 fois plus. La tentation est très grande de trouver d'autres voies pour arrondir les fins de mois. Et actuellement, vous ne pouvez pas obtenir un acte administratif
dans ce pays sans déposer un caillou sur le dossier, donner la cola, sans faire un geste. Vous ne pouvez pas. Donc il y a le racket sur l'UAG. Il y a aussi la commission, si vous voulez, prélevée sur les projets de développement. Vous détournez un petit peu. Vous avez la fausse facture généralisée partout. Donc pour devenir vertueux, il faut aider à améliorer le niveau de revenus et le niveau de prospérité du pays. Mais quand on vous dit, pour vous aider, soyez vertueux, en fait, on vous dit qu'on ne vous aidera pas. Donc, il y a un vrai problème, on ne peut pas balancer de l'argent. Et on revient à ces histoires de famine et d'aide humanitaire. Quand les gens arrivent ici et balancent de l'argent, ils ne se rendent pas compte que ce n'est pas forcément un bien comme ça. 5 septembre, ouverture de la session d'automne de l'Assemblée nationale. Mahaman Ousmane, chef de file de la Convention démocratique et sociale, ancien président de la République, s'est maintenu à la tête de l'Assemblée grâce à une alliance surprise du dernier moment avec le parti au pouvoir. Affiches, meetings, cadeaux, la récente campagne électorale a coûté cher aux partis politiques. Pour trouver des financements, les gros commerçants ont été mis à contribution. Récompense à leur générosité, un siège de député. Mesdames et messieurs les députés, dans cette épreuve douloureuse, faut-il le rappeler, la frange la plus fragile de notre population, celle des enfants en bas âge, a sans doute payé le tribut le plus lourd. Par la grâce de Dieu, les récoltes qui viennent de commencer dans beaucoup de nos régions ouvrent des perspectives prometteuses dans le sens d'un accès plus facile des populations aux denrées alimentaires. Au Parlement nigérien actuellement, il y a près de 80% de commerçants, intellectuels, non, mais qui n'ont jamais été à l'école. Il se trouve que notre Parlement est composé essentiellement d'analphabètes. De députés, de représentants du peuple qui ne savent pas lire, qui ne peuvent pas étudier les lois, qui ne peuvent pas réfléchir sur les questions essentielles. Ils sont là à l'Assemblée nationale, assis, et ne participent pas au débat. Et à la fin, ils sont tout juste prêts à applaudir les décisions impopulaires du gouvernement. Ce qui fait que le Parlement nigérien est une espèce de chambre d'enregistrement. C'est une espèce de caisse de résonance et qui ne remplit pas sa mission. La classe politique accusée d'enrichissement et d'incapacité a perdu de son prestige et de sa crédibilité. Préoccupations mercantiles, intérêts géopolitiques, clientélisme, les motivations de l'aide ne se sont pas toujours confondues avec les objectifs du développement des pays destinataires. Aujourd'hui, l'État nigérien et les partenaires ont décidé d'agir en commun sur les deux principaux freins au développement, l'analphabétisme et la santé. C'est très difficile à développer un pays s'il y a, disons, 90% de la population qui ne sait ni lire ni écrire. En classe. C'est la première rentrée des classes pour Ahama Alimatou, l'institutrice. Sa classe compte 67 élèves. Suite aux recommandations du FMI et de la Banque mondiale, les nouveaux enseignants ne sont plus fonctionnaires, ils sont contractuels. Plus nombreux mais plus vite formés et moins bien payés. Ce n'est pas simplement suffisant que les enfants entrent à l'école. Il faut également qu'il y ait des professeurs compétents. Il faut qu'ils aient des cahiers. Il faut qu'ils apprennent dans une langue qu'ils comprennent. On se lave avec de l'eau et du savon pour être propre. Propre, la classe. Chaque jour, la classe commence par une leçon de morale. Depuis 10 ans, le pays fait un gros effort. Mais le taux de scolarisation est le plus bas d'Afrique. La première tâche des maîtres est d'apprendre aux élèves le français, qui n'est pas leur langue maternelle. On a découvert d'ailleurs que le lien entre l'éducation et une réduction de la natalité passe très souvent par l'alphabétisation des femmes. Tous les calculs montrent que tant les politiques rurales que d'éducation ou de santé ne peuvent pas faire face à une croissance démographique de plus de 3% par an, qui est la plus élevée du monde. Il s'agit aujourd'hui de maîtriser une croissance démographique qui risque d'anéantir tous les efforts consentis par le pays.
ce pays a un taux de fécondité proche de 8. Ce qui veut dire que sa population double tous les 20 ans. Vous voyez bien qu'aucun pays au monde ne peut faire face à un tel doublement de sa population. À la fois la cause et l'effet de l'analphabétisme et de la pauvreté, la croissance démographique. Le Niger est le pays qui a le plus fort taux de natalité au monde. En 2050, sa population aura quadruplé et dépassera les 50 millions. Un centre de santé nigérien. L'accès aux soins est très réduit et le coût de la contraception, 1,5 € par mois, est encore trop élevé pour la plupart des familles. Alors quand en plus la tradition et la religion s'en mêlent, les comportements ont du mal à changer. Oui, la moyenne au niveau national, c'est 7 enfants par femme. C'est beaucoup. 7 enfants par femme. C'est beaucoup. Par rapport à la religion, on ne peut pas dire que c'est beaucoup, c'est acceptable 7 enfants. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est pas bien d'avoir beaucoup d'enfants. Nous, on l'accepte comme ça. Vous avez combien d'enfants, vous? 2. Et pourquoi vous n'avez pas 7 enfants? Parce que je suis assistante sociale. C'est difficile, je conseille aux femmes toujours de ne pas avoir beaucoup d'enfants. Mais pour venir faire la méthode moderne, les hommes sont contre. Parce que la méthode moderne, ça encourage à faire des années, plus de 2 ans. Vous pouvez prendre la pilule ou placer le stérilet autant d'années que vous voulez. C'est ça que les hommes n'aiment pas. Parce que vraiment, c'est la religion qui n'aime pas de ça, vaut mieux avoir beaucoup d'enfants. Et si la femme désobéit, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, on risque le divorce même. Elle est là pour avoir des enfants. Si elle ne fait pas son travail, c'est pas bon. Il y a une question, si vous voulez, d'entrée lente du Niger dans la modernité, d'évolution des mentalités. Il était sans doute pas possible de lancer un grand programme d'envergure si les esprits n'étaient pas prêts. Il nous semble maintenant être prêts. On dira bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment à Zinder, Maradi, Dosso. C'est un réel plaisir de vous avoir dans le canal 19, 20h30. Allez, chers auditeurs, bienvenue en tout cas pour découvrir un single de taille, Métaphore Crew avec Cri de détresse. Parlons bien sûr de cette famine qui défraîne la chronique au Niger et j'espère que cela ne continuera plus. C'est reparti avec Cri de détresse, Métaphore Crew. Oh là là, oh, qui va délivrer mon peuple de la famine, hein? Ce jour-là, au Palais des Congrès de Niamey, se tient la revue conjointe sur l'éducation qui réunit face à face les bailleurs et les Nigériens. Les donateurs ont envoyé de leur siège de Washington, de Paris, du Canada, des spécialistes super vérificateurs et des experts. Sans condamner les méthodes passées, force est de constater que l'aide en Afrique et au Niger en particulier a été un échec. Il faut améliorer le rapport qualité-prix. Il faut inventer de nouvelles façons d'agir. La première façon, c'est de mettre fin à la guerre des drapeaux, cette compétition entre les pays donateurs et qui a souvent prévalu. C'est ce qu'on appelle l'harmonisation. La seconde façon, c'est l'appropriation. Cela signifie que tout programme d'aide doit être établi en concertation entre les autorités du pays et les financeurs. Disons que le Niger, c'est un des pays qui, au niveau de l'accès, a réussi depuis 1998 à doubler le nombre de ses enfants dans le cycle primaire. Donc on partait de loin, mais en même temps c'est un effort considérable. Le problème, c'est que la qualité ne suit pas et que les disparités ne se résorbent pas. L'objectif de cette revue, c'est aussi de pointer ces mécanismes qui nous apparaissent un petit peu en panne, mais qui nous semblent être des pistes ou des voies porteuses pour que la qualité soit autant au rendez-vous que les résultats en matière d'accès. Et pour l'instant, le Niger en est loin. Certes, il y a des facteurs exogènes au secteur qui peuvent expliquer la sous-performance, telle que la crise alimentaire, mais nous devons honnêtement discuter entre nous des dysfonctionnements internes qui peuvent expliquer partiellement ou entièrement certaines sous-performances et tirer les leçons. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas pu être réalisées cette année. Qu'est-ce qui fait que, en termes d'inspection, du fonctionnement des inspections, on a simplement un taux de réalisation de 50%,
alors que des équipements ont été fournis, que des directives ont été données, que des moyens de fonctionnement ont été fournis. Qu'est-ce qui se passe? Deuxième année. S'il vous plaît, déjà hier on a eu un débat chaud et on a vu beaucoup de mécanismes qui ont marché avec tout ce qu'on a présenté avec l'unité de suivi. Si vous regardez, on est en train de développer des capacités et des compétences très fortes et tout le monde a apprécié ici. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que vraiment qu'on nous donne beaucoup plus, je ne sais pas, vraiment de possibilités et d'envergure pour toujours améliorer cela. Et nous sommes en train de le faire. Ce n'est pas une question de milliards additionnels, c'est qu'est-ce qu'on fait avec le milliard et comment on l'utilise bien. Donc, je crois quand même qu'il y a un regain des partenaires techniques et financiers d'accompagner, mais ça va être aussi au pays de démontrer la preuve de leur prédisposition pour mieux consommer. Ils ont revu ça. Les débats sont très animés. Pour les Nigériens, il s'agit de fournir des réponses satisfaisantes de façon à continuer à recevoir l'aide indispensable aux objectifs de progrès. C'est quoi, c'est 20%? Pendant les pauses, chacun affine ses questions et ses réponses. Mais la rupture n'est pas possible. Il faut s'entendre, chacun doit faire des efforts et des concessions. Mais il y a des questions sérieuses d'organisation interne et de management. Voilà, c'est ça. Ça, c'est avant même qu'on investisse. L'objectif, c'est des recommandations claires. Je veux dire, c'est pas qu'ici, je veux dire, ici on va se dire des trucs, on va nous répondre, mais ce qu'il faut, c'est qu'à la sortie, on ait des recommandations carrées. Voilà, c'est ça. Et pour en arriver là, c'est qu'il ne faut pas avoir de langue de bois sur les faits. C'est-à-dire qu'il faut qu'on prenne un fait, on passe ça au cri et on dit pour la prochaine fois, voilà ce qu'on va faire pour corriger. Si on constatait qu'il n'y a pas d'effort, de volonté de redresser cette situation, on se retrouvera dans une difficulté par rapport à nos sièges de justifier, de continuer à apporter de l'argent à une machine qui n'arrive pas à les consommer ou qui les consomme sans résultat suffisant. Eux, ils disent, vous décaissez pas assez vite. Nous, on leur répond, on décaisse pas assez vite parce qu'il y a peut-être des choses qui bloquent chez nous. C'est ça le dialogue. Il faut essayer de débloquer. Nous, on ne considère pas cela comme des exigences. C'est dans le cadre de l'échange, dans le cadre de la concertation, nous avons mis en place une dynamique ensemble. Chacun devrait tenir ses engagements. C'est eux qui doivent suivre le rythme du Niger, mais comprenez que le rythme du Niger est mis en place de concert avec eux. Ils nous prennent davantage au sérieux et ils ont compris ce que nous voulons. Ils ont compris ce que nous avions pu faire et je pense qu'ils vont nous appuyer pour le reste. Bon, maintenant, c'est à nous d'améliorer notre savoir-faire pour pouvoir accéder aux ressources le plus tôt possible. Les choses sont sorties, je veux dire, les problèmes ont été mis sur la table. Et puis, il y a le in, il y a le off, on s'est aussi parlé en dehors. Non, la compréhension mutuelle, comme on dit, a progressé. Le commencement de l'efficacité, c'est se parler et poser les problèmes ensemble. On a trop voulu par le passé exporter nos propres schémas. Et c'est seulement maintenant, alors effectivement on peut dire 40 ans après colonisation, mais à l'échelle de l'histoire c'est pas beaucoup 40 ans, que c'est seulement maintenant qu'on se rend compte que le développement ne peut être fait que par les pays eux-mêmes et que c'est ce qu'on appelle maintenant l'aide programme, c'est-à-dire qu'au lieu d'arriver avec nos projets, on finance des programmes faits par les autorités locales et ces programmes ils sont plus pertinents parce qu'ils sont faits par les gens du pays eux-mêmes, donc ça... C'est une voie à explorer, c'est une voie qui commence à donner des résultats. Enfin, il y a des résultats déjà qui sont là. Il est clair que réforme de l'État est nécessaire, mais elle ne peut pas venir d'autre chose que, disons, d'un mouvement interne. Si elle ne vient pas des fonctionnaires ou des usagers, elle ne viendra certainement pas de la Banque mondiale, de la coopération française ou de l'Union européenne. Certainement. Et pas des ONG non plus. Ce dont je suis sûr et certain, c'est qu'on devrait le faire avec les éléments de la société. On ne peut pas développer un pays en dépit de son propre peuple. Retour à Magaji. En approchant du village, nous croisons des paysans. Des charrettes chargées de haricots, de mil. La récolte a commencé. L'ambiance est détendue. Nous retrouvons le chef du village, Ibrahim Manzo.
Jeunes frères, enfants, neveux, cousins, ils appartiennent tous à la même famille. C'est la grande famille. Et les bras des hommes, petits ou grands, sont la force de travail du groupe. C'est l'assurance vieillesse des plus âgés. La récolte sera bonne et les greniers de chacun seront pleins. Mais cela ne suffit pas pour qu'Ibrahim soit serein. Ils ont eu de la récolte, une très bonne récolte. Mais ça, à quoi aboutit Ils ont commencé à récolter, mais ils n'ont pas commencé à mettre dans les greniers. Ils se sont endettés. Ils ont vendu presque tous les animaux, même les petits ruminants. Hadiza. Il nous restait à prendre des nouvelles de Hadiza et de sa fille Faiza. Nous retournons au puits, où nous savons avoir le plus de chances de la retrouver. Comment vous allez et le voyage? C'est Faiza. Elle va bien. Elle va bien, donc elle l'a relâchée. Elle a reçu, donc c'est fini, elle est en bon état, donc son enfant va bien. Donc on les a relâchés ce mardi passé. C'est fini. Un responsable de l'aide au développement nous a confié « Nous n'aurions pas dû laisser autant d'enfants mourir de faim. » Et l'Occident a fermé les yeux, sinon il ne peut pas vivre. L'aveu est courageux, mais terrifiant. Retour à Zinder, où nous retrouvons le centre de soins de MSF en plein chantier. Au village de toile que nous avons connu s'ajoutent d'autres constructions plus solides, plus permanentes. Tout le monde annonce que la crise est finie, donc je voudrais le croire, je l'espère. Mais moi, aujourd'hui, là, maintenant, je ne peux pas vous dire que ça va bien, parce que c'est pas vrai, ça va pas bien. Alors on était venu pour 3 mois avec l'idée que c'était une crise ponctuelle, qu'on allait y répondre et que le problème serait résolu. L'analyse qu'on a aujourd'hui, c'est que le problème ne va pas se résoudre en 3 mois. Nous, on est là au moins pour 1 an parce qu'on se dit que ce qui s'est passé cette année, ça pourrait bien se repasser l'année prochaine. De plus en plus de personnes qui réfléchissent sur l'aide au développement ont le courage de dire qu'on s'inscrit dorénavant dans une problématique de solidarité. Il va falloir une aide, un appui pendant, pas des années, mais des décennies. Ça mettra peut-être 20 ans, 50 ans, un siècle, je ne sais pas. En tout cas, ça ne peut se faire que dans la durée. Là aussi, autre contraste avec le monde de la coopération et le monde des ONG qui, eux, veulent des résultats dans 1 an, 2 ans, 3 ans, bam, 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 bam. Écoutez, cow-boy, je veux tout de suite attraper mes machins au lasso. C'est pas vrai. Rien ici ne peut se faire en dehors de durée. Rien, évidemment. Les espoirs de l'indépendance n'existent plus. Parce que nous sommes confrontés à une réalité qui ne permet plus de rêver. La mondialisation et la globalisation mettent un terme au rêve des indépendances. Aujourd'hui, il faut survivre. Alors, on continue la fête ce soir. C'est la positivité ce soir. C'est la culture de la solidarité entre tous les jeunes. Métaphore tout. Watch me now. Qui va sauver mon peuple, oh nana, qui va nous délivrer de la misère. Il y a beaucoup d'enfants qui meurent de faim, nous espérons une fin. À ce moment, donne-nous un coup de main. Watch me. Mon peuple vit dans la misère, y'a qui pour l'aider. Alerte à tous les pays développés. À cause de la famine, beaucoup d'enfants sont en train de trépasser. Comme si le gouvernement cherche à le masquer. Mais cette chose qu'elle en bas, puisque dans la vie, ce qui m'a vivre. Alors si va, si j'en ai dans des streams, on va voir que ça va plus ça me oh. Quelle rentre au 21e siècle de laisser tout en famille numéro qui va sauver mon peuple, oh nana, qui va nous délivrer de la misère. Il y a beaucoup d'enfants qui meurent de faim, nous espérons une fin. À ce moment, donnez-nous un coup de main. Oh là, on a du pétrole ou bien de l'uranium chez nous. Vous êtes les premiers à venir ici chez nous. Mais maintenant que la famille s'est installée ici chez nous, vous avez mis du temps à venir ici. C'est honteux pour l'humanité, à ce siècle nous en sommes. De voir des enfants mourir
mourir de faim pour le regard des gens. Dans mon village on a des enfants dont la peau collée aux os. Je me demande comment ce drame a pu atteindre ce niveau. Oh là là, oh là. Sauver mon peuple, oh nana, qui va nous délivrer de la misère. Il y a beaucoup d'enfants qui meurent de faim. Nous espérons une fin. À ce moment donnez-nous un coup de main. Oh là là, qui va sauver mon peuple, oh nana, qui va nous délivrer de la misère. Il y a beaucoup d'enfants qui meurent de faim. Nous espérons une fin. À ce moment donnez-nous un coup de main. Oh nana, est-ce que c'est chaud?